Imaginez ceci, vous êtes à table quand votre père vous jette une assiette de spaghettis directement au visage devant toute la famille. Que feriez-vous? J'ai vécu ça. De la sauce tomate éclaboussée sur mon col, sur mon visage, imprégnée dans mes cheveux et dégoulinant sur la table. Mais le plus douloureux n'était pas le désordre. C'était le regard vide de ma mère et le son du rire de mon petit frère alors qu'il diffusait le tout en direct. Moi, complètement humilié. Mais ce qui m'a vraiment choqué n'était rien de tout cela. C'était la décision de mon grand-père lorsqu'il est entré dans cette cuisine chaotique. Restez avec moi. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Bonjour à tous. Je suis Shawn Whitaker. J'ai 27 ans et je vis actuellement à Sacramento, en Californie. Je travaille comme ingénieur logiciel dans une entreprise spécialisée dans la technologie de l'automatisation. Le travail me procure un revenu stable, suffisant pour subvenir à mes besoins et entretenir ma vie. Je vis seul dans un nouvel appartement non loin de l'endroit où j'avais l'habitude de rester. Cet endroit est le résultat d'années de dur labeur et d'une décision qui n'a pas été facile à prendre. Mais cette décision m'a permis de quitter l'ombre de ma famille et de recommencer à zéro selon mes conditions. Ma vie ces jours-ci est assez simple. Avant de partir au travail chaque matin, je me prépare une tasse de café, je mets du jazz doux et je m'assois à la table de la cuisine pour en profiter. Peu de gens passent. Honnêtement, j'aime ça comme ça. Mais trouver cette paix n'a pas été facile. J'ai dû traverser une nuit que je n'oublierai jamais. Tout a commencé par ce qui semblait être un appel téléphonique ordinaire, mais cet appel s'est avéré être le début de tout. La voix à l'autre bout du fil était familière. Les mots étaient brefs. Pourtant, quelque chose là-dedans a serré ma poitrine. Je ne pouvais pas le nommer alors, mais je le sentais au fond de moi. Après cet appel, la maison où j'ai grandi a commencé à me paraître différente, comme si elle ne m'appartenait plus. Elle a cessé d'être un endroit où je pouvais revenir. Elle est devenue juste une autre partie de ma mémoire. C'était un samedi après-midi vers 15 heures. Je venais de rentrer du bureau quand j'ai reçu un appel inattendu de ma mère, Anna Whitaker. J'ai fait une pause en voyant son nom à l'écran. Cela faisait un certain temps que je n'avais rien entendu d'elle. En voyant son nom, ma main s'est figée, et mon esprit m'a instantanément ramené à cet après-midi d'il y a 3 mois, le jour où j'ai discrètement fait mes bagages et quitté la maison où j'avais vécu pendant plus de 20 ans. Je m'en souviens clairement. Alors que je me tenais à la porte, mon jeune frère, Félix, était appuyé contre le réfrigérateur, les mains dans les poches, les yeux détournés. Mon père, Henri, était assis en bout de table. D'une voix basse et ferme, il a dit, « Si tu veux vivre dans cette maison, tu dois assumer tes responsabilités envers cette famille. » Ma mère me tournait le dos, debout près de l'évier, faisant la vaisselle. Elle ne s'est pas retournée. Elle a juste dit lentement, « La famille reste unie. Quiconque part abandonne son sang. » En entendant ces mots de mes parents, j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, comme si j'avais fait un pas en arrière dans la maison où j'avais grandi. Le sentiment de ne pas être accepté s'est installé en moi, silencieux et explicite, sans que personne n'ait besoin de l'épeler. Et depuis le jour où j'ai quitté cette maison il y a 3 mois, je n'ai reçu aucun appel d'eux. J'ai répondu à l'appel quelques secondes après que ces souvenirs m'aient traversé l'esprit. Dès que j'ai décroché, ma mère a parlé tout de suite. Sa voix était stable, allant droit au but. Elle a dit, « Shawn, reviens dîner à la maison ce soir. » Je n'ai pas répondu à son invitation tout de suite. C'était trop court et vague pour que je comprenne ce qu'elle voulait dire. Il n'y avait aucune explication, aucun suivi. À l'intérieur, je ne me sentais ni heureux ni en colère, juste confus. Mon esprit s'est figé pendant quelques secondes, incertain de la façon de traiter cette invitation. Finalement, j'ai pensé que c'était peut-être juste un dîner ordinaire. Si c'était le cas, je pouvais y aller sans trop attendre. À 17 heures, avant de me rendre chez mes parents, j'ai soigneusement emballé une miche de pain à l'ail que je venais de faire cuire, la même que ma famille dévorait toujours avant le plat principal lors des soirées spéciales. Dans ma tête, j'imaginais que cette nuit pourrait être chaleureuse, voire réconfortante. Peut-être que je pourrais m'asseoir à côté de chacun d'eux à nouveau, entendre leurs histoires comme quand j'étais petit. Je ne savais pas que quelques heures plus tard, cette même table à manger me ferait voir ma famille d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant et que je ne reverrai plus jamais. Il était 18 heures quand je me suis garé devant la vieille maison. Un sentiment lourd s'est installé dans ma poitrine. C'était l'endroit où je pensais pouvoir toujours revenir, rempli des voix familières de mes parents et de mon petit frère chaque soir.
J'avais l'habitude de croire que peu importe ce qui arrivait, je serais le bienvenu ici. Mais quand ma mère a ouvert la porte, ses yeux étaient calmes et son signe de tête était poli. C'est là que j'ai vraiment compris, la distance entre moi et ma famille n'était pas une question de temps ou d'espace, c'était la façon dont ils me regardaient, comme si je n'avais plus ma place ici. Quand je suis entré, tout le monde était déjà là dans l'espace familier. Félix était en bout de table, son téléphone installé sur un trépied alors qu'il ajustait l'angle du direct. La lumière latérale brillait sur son visage, et les commentaires ne s'arrêtaient pas. Je suis resté là pendant quelques secondes à le regarder, puis je me suis assis tranquillement à ma vieille place. Le dîner avait été préparé avec plus de soin que d'habitude, des pâtes aux boulettes de viande, une salade de roquettes et une bouteille de vin rouge déjà versée. De l'extérieur, cela ressemblait à une occasion spéciale. Mais à l'intérieur, je me sentais mal à l'aise. Au début du repas, mes parents ont essayé de briser le silence avec quelques banalités familières. Comment se passe le travail? Le nouvel appartement te plaît-il? J'ai donné des réponses courtes. Tout cela ressemblait au prélude à quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. L'atmosphère à table n'était pas détendue. C'était comme si tout le monde attendait le bon moment pour aborder leur plan. Lorsque le plat principal a été servi, mon père, Henri, s'est redressé, a doucement posé ses ustensiles et m'a regardé directement. Il a parlé clairement. Shaun, ta mère et moi pensons qu'il est temps que tu laisses Félix utiliser ton appartement pendant un certain temps. La seconde où ces mots ont quitté sa bouche, ma main s'est figée en l'air au-dessus de la table. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est serré, bien que je ne puisse pas dire si c'était à cause de la demande soudaine ou de la façon dont il l'avait dit, comme si cela allait de soi. Après quelques secondes, j'ai regardé ma mère. Elle n'a pas levé la tête. Ses mains reposaient tranquillement sur la table. Personne ne me regardait. Personne ne semblait surpris ou même incertain. Comme je n'ai pas répondu tout de suite, mon père a continué. Félix a besoin d'un espace calme pour créer du contenu. Son travail commence à décoller. À ce moment-là, je n'étais plus silencieux. Je suis resté calme, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai demandé, « Êtes-vous sérieux? Cet appartement, j'ai économisé pour ça. Je l'ai acheté avec mon propre argent. » C'est à ce moment-là que son ton a changé. Ce n'était plus calme. Sa voix est devenue plus basse, plus lourde, et il a dit, « Tu as vécu dans cette maison pendant 25 ans. Il est temps que tu apprennes à rendre à ta famille. » Ce n'était pas juste une demande. C'est arrivé comme un froid rappel. Il voyait toutes ces années que j'ai passées à grandir dans cette maison comme une dette que je n'avais pas fini de rembourser. Je suis resté assis tranquillement, et une sensation d'oppression et d'étouffement est montée dans ma poitrine. Ces nuits blanches à écrire du code, à refuser des sorties pour économiser sur le loyer, à me démener pendant les courtes périodes de chômage étaient la preuve de la difficulté de mon travail. Et maintenant, tout cela était réduit à un solde négatif à leurs yeux juste parce que j'étais assis une fois à cette table en tant que fils qui devait encore sa part à sa famille. Après ce que mon père a dit, je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Je n'étais pas cet enfant qui devait abandonner de nouveaux jouets pour son petit frère. Je n'étais pas l'aîné qui reculait toujours pour empêcher le dîner de famille de s'effondrer. J'avais quitté cet endroit pour vivre selon mes conditions. Et si je restais silencieux à nouveau, je serais de retour dans le cycle dont j'ai passé des années à me libérer. Quelques secondes plus tard, j'ai regardé mon père dans les yeux, j'ai rassemblé tout le courage que j'avais et je l'ai mis au clair. Cet appartement, c'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé moi-même. Je ne suis pas d'accord. L'atmosphère autour de la table s'est figée après que ces mots ont quitté ma bouche. Félix s'est arrêté en plein mouvement, les yeux grands ouverts. Ma mère a tressailli un peu, touchant instinctivement son menton, mais n'a rien dit. Mon père m'a regardé fixement, sa voix basse, mais chaque mot aiguisé et délibéré. Tu oses refuser ma demande? Toujours en le regardant droit dans les yeux, j'ai répondu clairement, oui, arrête d'essayer de me contrôler. La seconde où il m'a entendu dire non à nouveau, mon père a repoussé sa chaise et s'est levé d'un bond, le visage tendu et rouge, tenant une assiette pleine de spaghettis. Avant que je puisse réagir, j'ai vu cette assiette voler droit sur moi. La sauce tomate a trempé mon col, a éclaboussé mon visage, s'est infiltrée dans mes cheveux et a dégouliné sur la table. Après que l'assiette m'a frappé, il est resté là à respirer fort, les bras pendant le long du corps. Il ne s'est pas approché. Il n'a pas dit un mot de plus. Ses yeux ont parcouru la table et se sont posés sur ma mère, comme s'il cherchait une bouée de sauvetage dans une situation qu'il n'avait pas vue venir.
Quand personne n'a réagi, il a redressé sa posture, le menton légèrement levé, essayant de donner l'impression qu'il avait encore le contrôle. Mais je pouvais le voir dans ses yeux, un mélange de fureur et de fierté blessée. Quand cette assiette m'a frappé au visage, je n'ai rien entendu d'autre. La première chose que j'ai ressentie n'était ni la chaleur ni la douleur, c'était froid, une sorte de froid étrange, pas à cause de la sauce sur ma peau, mais à cause de l'humiliation qui s'enfonçait dans mon sens de la dignité. C'était la première fois que je voyais mon père aussi furieux, et aussi la première fois que je voyais à quel point l'injustice dans notre famille pouvait être flagrante. Il n'y avait plus rien à cacher. Quelques secondes plus tard, une chaleur a jailli dans ma poitrine. Cela m'a frappé non pas parce que j'étais choqué, mais parce que je venais d'être exclu de ma place d'enfant dans la maison même où j'ai grandi. Félix a pratiquement bondi de sa chaise après ce bruit fort. Il a rapidement tourné son téléphone vers moi, sa voix forte d'excitation. « Vous voyez, je vous ai dit que le drame dans ma famille est réel. » À ce moment-là, je me suis retourné et je l'ai regardé. Ses yeux n'ont pas scié. Il s'amusait vraiment, comme s'il venait de capturer une scène parfaite pour son public. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là n'était pas de la rage, c'était une vague soudaine de déception, non pas parce que j'étais filmé, mais parce que je réalisais que mon jeune frère ne voyait même pas cela comme une limite à ne pas franchir dans une famille. Pour lui, le moment où j'étais humilié n'était que du contenu pour l'engagement. Face à l'indifférence éhontée de Félix, ma colère a commencé à monter par vagues claires et lourdes. Je me suis retourné sans prévenir et j'ai violemment jeté son trépied à terre. Le fracas a résonné, sec et fort. Son téléphone a volé sur le côté. Félix a reculé d'un bond, surpris. Je ne l'ai pas laissé dire quoi que ce soit. J'ai pointé son visage et j'ai dit, « Tu viens de franchir la ligne. » Après tout cela, ma mère est restée immobile, sa main couvrant sa bouche, ses yeux évitant les miens. Elle ne s'est pas précipitée pour tout arrêter ou dire un seul mot pour couper la tension qui planait dans l'air. À ce moment-là, mes yeux ne contenaient aucune émotion particulière, juste un vide qui grandissait dans ma poitrine, comme si le reste de moi avait commencé à se détacher silencieusement de cette maison, pièce par pièce, et je savais avec certitude que ce n'était pas fini. Juste après avoir jeté le trépied à terre, Félix s'est penché pour ramasser son téléphone. Il n'avait même pas essuyé la poussière de l'étui quand sa voix a traversé l'air, stable, imperturbable. « C'est moi qui soutiens toute cette maison, emprunter ton appartement pendant un certain temps. Quel est le problème ?» En entendant cela, je me suis figé. Je ne pouvais pas réagir. J'ai senti une vague de chaleur me traverser la poitrine et me prendre à la gorge. À ce moment-là, tendu, bouillonnant de tension, je me suis retourné pour le regarder lentement dans l'air épais et étouffant de cette cuisine que je considérais autrefois comme ma maison. Mes yeux se sont posés sur le frère cadet dont je croyais qu'il ferait toujours partie intégrante de cette famille. Et quelques secondes à le regarder ont ramené un flot de souvenirs si nets et vivants que j'en ai eu froid. Je me suis souvenu quand Félix a abandonné l'université et a dit qu'il voulait être un TikToker. Mes parents n'ont pas protesté. Au contraire, ils lui ont acheté tout le matériel, caméra, lumière, microphone, et l'ont même encouragé. C'est bien qu'il apprenne à gagner de l'argent tôt. Je me suis souvenu quand quelques-unes de ces vidéos sont devenues virales, et toute la maison a célébré comme si nous venions de gagner à la loterie. Ma mère a dit à ses amis, « Félix est plus pratique que son frère aîné qui ne fait que rêver toute la journée. » Je me suis souvenu que c'était Félix qui les avait emmenés à leurs premières vacances. Et à partir de ce moment-là, tous les regards dans la maison se sont tournés dans une seule direction. Et moi, j'ai mis de côté mois après mois pour faire les paiements de cet appartement. Chaque fois que j'évoquais l'idée de déménager, on la balayait parce qu'à leurs yeux, je faisais toujours ce qu'il fallait en envoyant de l'argent à la maison comme une horloge. Tous ces souvenirs d'injustice, de déséquilibre flagrant et ridicule, me sont montés à la gorge comme un nœud, se resserrant à chaque respiration. C'était comme si tout ce que je n'avais jamais osé dire était maintenant là, écrasant ma poitrine, me défiant de le laisser sortir. Finalement, alors que je me tenais là, immobile, la sauce tomate épaisse s'infiltrant lentement dans mon col, une voix familière s'est élevée derrière moi. « Que se passe-t-il ici ?» Le son de cette voix a figé toute la cuisine. Tous les yeux se sont tournés vers la porte arrière. Debout là se trouvait mon grand-père, Daniel Whittaker. À 77 ans, il tenait toujours son dos droit et son regard vif. Il venait de rentrer d'un voyage de randonnée avec son groupe d'amis retraités en Oregon. Personne dans la famille ne s'attendait à ce qu'il entre à ce moment précis. Ses yeux ont balayé la pièce, puis se sont arrêtés sur moi, son petit-fils,
celui avec lequel il avait toujours été le plus dur, couvert de sauce tomate, le col chiffonné, de la nourriture collée à ma chemise. Il n'a pas dit un mot, il a juste légèrement froncé les sourcils. Quand mon père l'a vu, il y a eu un éclair de malaise dans ses yeux, comme s'il venait d'être pris en flagrant délit de quelque chose qu'il savait ne pas pouvoir être expliqué. Mais presque instantanément, il s'est ressaisi et a essayé de reprendre le contrôle, parlant de cette voix familière et ferme. « Tu vois ça ? » Il m'a manqué de respect, n'a pas voulu écouter, et il a presque cassé l'installation de diffusion en direct de Félix. Avant que mon grand-père puisse répondre, ma mère est intervenue, sur un ton accusateur. Il vient de renverser le téléphone de Félix. Qui sait ce qu'il aurait fait d'autre si je n'étais pas intervenu ? Mais mon grand-père n'a réagi à rien de tout cela. Il est allé directement à mes côtés. Il a sorti un mouchoir de la poche de sa veste et a doucement essuyé la sauce tomate de mon visage dans un silence calme qui semblait presque plus fort que leur voix. Il n'a rien dit, mais je savais que ce geste signifiait qu'il en avait assez vu. Une fois qu'il a replié le mouchoir, il m'a regardé dans les yeux et, de sa voix profonde et stable, a demandé « Shaun, raconte-moi ce qui s'est passé. » Je n'ai pas hésité. Je lui ai répondu directement parce que, depuis que je me souviens, il était le seul dans la famille que je croyais vraiment capable d'écouter jusqu'au bout. Il ne m'a jamais interrompu, diminué ou essayé de me faire vivre selon ses règles. Pour lui, le respect n'était pas une question d'âge ou de hiérarchie, il se gagnait par l'équité. Gardant ma respiration stable, je lui ai tout raconté clairement et sans exagération. Je n'avais pas besoin d'insister, je savais qu'il comprendrait le reste. Quand j'ai fini, il est resté là pendant quelques secondes. Son visage n'a pas changé. Puis, après un court silence, il s'est tourné vers mon père, et d'une voix calme mais lourde comme le fer, il a dit « Henri, excuse-toi auprès de lui. » Mon père a fait un sourire froid, a laissé échapper un ricanement et a répondu « Tu es vieux, papa. Détends-toi et ne t'en mêle pas. » Après cette réponse irrespectueuse, le visage de mon grand-père n'a pas tressailli, mais je pouvais sentir la chaleur de sa colère contenue derrière ses yeux maintenant fixés avec intensité sur mon père. Quelques secondes plus tard, il s'est tourné vers toute la table. Ses yeux étaient stables, sa voix basse, mais assez ferme pour faire trembler la pièce. Il a déclaré « Cette maison est toujours à mon nom. Si aucun de vous ne voit ce qui ne va pas ici, si personne ne ressent le besoin de s'excuser, faites vos bagages et sortez. » Le silence dans la cuisine après cela était épais et lourd. J'ai jeté un coup d'œil à Félix. Sa tête était baissée, ses doigts faisant tourner le téléphone dans ses mains. Il n'a rien dit. Ma mère fixait le sol, les mains serrées dans ses genoux. Mon père regardait de côté, ses yeux évitant tout. Pendant que tout le monde était assis en silence, je pouvais entendre les battements de mon cœur, lents et lourds dans ma poitrine. Et à ce moment-là, j'ai su que je n'étais plus seul. Une nouvelle ligne avait été tracée juste au milieu de ce qu'on appelait autrefois la famille. Juste après ce long silence, mon père a bondi de son siège, le visage rouge de colère, et a crié « Tu vas mettre ton fils dehors à cause de lui ?» Toujours calme, mon grand-père a répondu « Je t'ai donné la chance de t'excuser. Tu ne l'as pas saisi. » Il a fait une pause, puis s'est tourné pour me regarder. Son regard était lent mais ferme, comme s'il pesait une décision plus importante que la colère. Puis, d'une voix stable et inébranlable, il a regardé autour de la pièce chacun d'eux et a dit « Vous voulez qu'il abandonne son appartement ? Très bien. Vous trois, allez vivre là-bas. Cette maison reste avec lui. » Les mots sont tombés comme un verdict final. Pas d'appel, pas de discussion. Je l'ai vu, un choc pur envahissant le visage de mon père. Ses lèvres se sont resserrées, ses yeux se sont écarquillés, et entre ses dents serrées, il a sifflé. « Tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison. La mienne. » Ma mère s'est également levée de sa chaise, la panique clignotant. Sa voix s'est brisée alors qu'elle criait presque « Papa, c'est trop. Que vont penser les gens de notre famille ?» J'ai jeté un coup d'œil à Félix. Il n'a pas dit un mot. J'ai juste regardé de papa à maman puis vers notre grand-père. Ses yeux avaient l'air perdus, comme s'il implorait silencieusement quelqu'un d'intervenir, mais ne savait plus vers qui se tourner. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, et quelque chose à l'intérieur de ma poitrine s'est fissuré. Ce n'était pas satisfaisant. Ce n'était pas une question de victoire. C'était parce que, pour une fois, mon grand-père s'est levé pour moi sans que j'aie à prouver que je le méritais. Alors que les réactions se déroulaient autour de lui, le visage de mon grand-père s'est durci.
Il n'a pas crié, mais je pouvais sentir la chaleur de sa colère monter sous cette tenue tranquille. Il s'est tourné et s'est dirigé vers le placard près de la porte d'entrée. Personne n'a osé parler. Personne n'a osé l'arrêter. La pièce était si silencieuse. Je pouvais entendre le doux grincement de la charnière lorsqu'il a ouvert la porte. Dans ses mains, il y avait 3 vestes. La veste marron de mon père, le manteau bleu marine de ma mère et le sweat à capuche noire familier de Félix. Sans un seul mot, il les a jetés sur les marches d'entrée, lentement, délibérément, sans explication, sans drame, juste de l'action. La porte d'entrée est restée ouverte. Une brise est entrée, portant la sensation froide de quelque chose qui venait d'être expulsé de cette maison. Quand il s'est retourné, il s'est tenu carrément au milieu de la pièce. Ses yeux se sont fixés sur tous les 3, et sa voix a baissé encore plus. Je suis peut-être vieux, mais je suis toujours lucide, et je sais distinguer le bien du mal, puis il a ajouté, sans avoir besoin d'élever la voix, « Personne ne peut prendre la maison de mon petit-fils et s'attendre à ce qu'il vous remercie pour cela. » Après ces mots, mon père est resté figé, les poings serrés si fort que ses jointures sont devenues blanches. Ma mère a gardé la tête baissée, les doigts étroitement liés, les yeux rivés sur le sol comme si elle essayait de disparaître. Le seul bruit dans la pièce était le vent doux qui passait à travers la porte ouverte. Je suis resté où j'étais, regardant l'homme qui a fait ce dont je n'avais jamais rêvé. Une vague est montée dans ma poitrine, non pas à cause de l'émotion, mais à cause du sentiment tranquille et inconnu de valoir enfin quelque chose dans cette maison. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que la vieille porte devant nous ne s'ouvrait pas seulement pour forcer quelqu'un à sortir. Elle ouvrait aussi autre chose, quelque chose qui n'avait jamais existé dans cette famille. Face à la position ferme de mon grand-père, j'ai vu mon père vaciller. Son visage était toujours tendu de tension, mais le feu dans ses yeux avait diminué. Il a reculé, les poings toujours serrés, les lèvres s'ouvrant comme s'il voulait se disputer, mais les mots ne se sont jamais formés. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la voix de mon grand-père est intervenue, vive et finale, ne laissant aucune place à l'interruption. Toujours en me regardant droit dans les yeux, il a dit clairement, « Shaun, retourne à ton appartement, fais quelques affaires, puis reviens ici. » Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste hoché la tête et suis sorti tranquillement de cette cuisine. La sensation était comme sortir d'une salle d'audience sans juge, sans jury, mais avec un verdict rendu, fondé sur rien d'autre que ce qui était juste. Sur le chemin du retour vers mon appartement, ma tête tournait. Chaque tronçon de route semblait résonner avec cette assiette qui s'écrasait. La sensation de sauce sur mes vêtements, le regard détourné de Félix et les voix de mes parents tournant en boucle dans mes pensées comme s'ils essayaient de revenir dans de vieux souvenirs. Ma poitrine était encore lourde, même si je savais que celui qui m'avait défendu était la voix la plus respectée de cette famille. Et je savais ceci, mon père n'élevait la voix que quand grand-père n'était pas là parce que mon grand-père n'est pas quelqu'un qu'on influence facilement. Il était un soldat qui a formé des milliers d'hommes, s'est tenu sur de véritables champs de bataille et a fait face à la mort sans ciller. À mes yeux et aux yeux de tous les Whittaker, sa parole pèse plus lourd que n'importe quelle décision de n'importe quel tribunal. Et en ce moment, avec la terre et la maison toujours à son nom, peu importe la force avec laquelle mon père criait, il devait comprendre qu'il se tenait sur un terrain qui ne répondait plus aux anciennes règles. Mais alors que j'emballais quelques affaires dans mon petit appartement, je n'avais aucune idée que tout était déjà mis en mouvement à la maison, non pas avec émotion, mais avec la loi. L'avocat de mon grand-père, Franklin Moore, est arrivé moins d'1 heure après mon départ. À la demande de grand-père, il a apporté 2 copies des testaments précédents et un document nouvellement rédigé et les a fait achever en toute hâte. Dans ce projet, le contrôle et la propriété complets de la maison me seraient transférés directement si mon père, ma mère et Félix ne partaient pas dans les 72 heures, pas d'argument, pas de négociation. Chaque mot de protestation a été officiellement documenté. Ils ont reçu l'ordre d'emballer tous leurs effets personnels dans le délai imparti. Tout retard serait traité comme une violation civile, comme l'a souligné Franklin dans les conditions de propriété. Parce qu'avec mon grand-père, une fois qu'il parle, tout se déplace autour de l'axe du code moral qui a régi sa vie. Et quand j'ai finalement fermé la porte de mon appartement, le silence qui a suivi m'a paru étrange, presque trop calme. À ce moment-là, je ne savais toujours pas si je venais de sortir d'une bataille ou si j'entrais dans la première étape de quelque chose de beaucoup plus long, mais j'étais sûr d'une chose, ce n'était pas fini, même pas proche. Vers 23 heures, je me suis tenu au milieu du salon. L'air était épais, comme une couche de poussière qui s'était déposée sur tout. Personne ne parlait. Personne n'a bougé de sa place. Sur la table familière,
un jeu de clés avait été placé soigneusement devant mon père. Conformément à la décision de mon grand-père, c'étaient les clés de mon appartement, l'endroit où ma famille emménagerait temporairement. D'une voix lente mais ferme, grand-père a clairement indiqué que l'appartement devait rester intact. Rien ne devait être enlevé, modifié ou altéré sans sa permission. En présence de l'avocat Franklin Moore, toutes les conditions ont été officiellement documentées. Mes parents et mon jeune frère, qui vivaient autrefois dans une maison de 230 mètres carrés dans le canton de West Grove, devaient maintenant accepter de déménager dans un appartement d'Axan-Grave-Pen 50 mètres carrés avec une chambre et une petite cuisine. Je savais que cet appartement n'avait rien de luxueux. Les murs n'avaient pas été repeints depuis la dernière série de réparations. La hotte de la cuisine fonctionnait de manière irrégulière et la climatisation centrale refroidissait à peine plus d'une zone à la fois. Mais c'était le produit de 4 années d'économie, un symbole de mon indépendance. Pour eux, partager un espace aussi exigu ne serait pas facile, même pas proche. Cette nuit-là, après que mes parents et mon jeune frère ont officiellement quitté la maison Whittaker, je me suis assis seul dans la cuisine. L'odeur de sauce tomate persistait dans l'air, une trace tenace, comme un rappel qui ne pouvait être effacé. J'ai regardé mon grand-père et j'ai demandé tranquillement, « Tu as fait tout ça pourquoi ?» Avec un regard distant, comme s'il remontait à quelque chose de lointain, il a levé la tête et a répondu lentement, « Je voulais juste que ton père comprenne la valeur de l'équité. » Sa réponse m'a laissé silencieux, non pas parce que cela m'a choqué, mais parce que pour la première fois, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à du regret dans sa voix. Il m'a dit que le fossé entre lui et mon père n'avait fait que se creuser après avoir passé tant d'années loin de chez lui au service militaire. Sa femme, ma défunte grand-mère, avait été gentille, mais beaucoup trop indulgente. Mon père a grandi dans un monde sans beaucoup de limites. Avec une stabilité calme, presque inquiétante dans ses yeux, il a dit, « Ce n'est que ce soir, après être resté silencieux trop longtemps, que j'ai vraiment vu que ce qu'il t'a fait au dîner était inacceptable. » Il s'est arrêté, puis a ajouté une phrase, claire et lourde, une phrase que j'ai senti s'installer profondément dans ma poitrine. Pour moi, l'amour véritable et l'équité doivent aller de pair. Un père qui n'enseigne pas à son enfant où se trouve la limite, peu importe combien il l'aime, lui fait quand même du mal. En l'entendant dire cela, j'ai réalisé quelque chose d'indéniable. Mon grand-père n'avait jamais eu de ressentiment envers mon père. Il portait toujours un amour profond et durable pour lui, mais cet amour ne se manifestait plus par de douces tapes dans le dos ou des encouragements chaleureux comme autrefois. Il s'était transformé en quelque chose de plus ferme, quelque chose d'inébranlable, une sorte de correction tranquille mais résolue façonnée par des limites, de la discipline et des décisions qui forcent les gens à s'arrêter et à vraiment réfléchir. Ce n'était pas une punition, c'était une correction de cap, tardive mais nécessaire. Après tout ce qu'il a partagé avec moi, je ne l'ai plus vu comme simplement le chef de famille. Il est devenu quelque chose d'entièrement différent, un marqueur final entre ce qui est juste et ce qui est facile. Ce qu'il avait fait ne consistait pas à réparer un simple dîner chaotique, il s'agissait de réaligner un chemin qui avait dévié il y a trop longtemps. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je sais que ma famille vient d'entrer dans une phase où personne ne peut plus faire semblant de ne pas voir. Après ce jour, je suis officiellement retourné dans la vieille maison avec grand-père. Plus de dîner tranquille dans un petit appartement. Plus de long silence entre 4 murs vides. Mais je savais aussi que ce n'était pas la fin. Et la prochaine chose que grand-père m'a demandé de faire m'a fait hésiter. Une semaine après leur emménagement, mon appartement a été mis en vente, 5% en dessous du prix du marché. Ce n'était pas une décision facile, mais grand-père a clairement indiqué que ce n'était pas une punition, c'était une coupe nette, coupant le fil qui m'avait lié à une version du passé que j'avais dépassée. 2 jours après la publication de l'annonce, un jeune couple instruit est venu voir l'endroit. Ils ont fait une offre et ont signé les papiers le même après-midi. Puis est venu ce que nous avions tous les deux anticipé. Ma mère avait l'air confuse lorsque les acheteurs sont arrivés à mon appartement, portant des documents juridiques et un avis de déménagement formel de 30 jours. Félix a essayé de garder son calme, mais quand ils ont réalisé que c'était réel, mon père, Henri, a complètement perdu le contrôle. Vers 10 heures du matin, il s'est présenté devant la maison de grand-père. Frappant des 2 poings à la porte d'entrée, sa voix résonnant dans la rue, le visage rouge de rage, il a crié à travers la porte en bois, « Shaun, espèce de petit bâtard ingrat, te retourner contre ta propre famille. Tu essaies de voler ma maison et de me jeter à la rue. » Mais cela ne s'est pas arrêté là. Il est retourné à sa voiture, a ouvert le coffre et a sorti un bidon d'essence rouge. Ses mains tremblaient, mais ses yeux étaient fixés, tendus et sauvages.
Dans une frénésie, il a crié, « Si vous ne quittez pas ma maison, je vais tout brûler. Ne me poussez pas. » Ces cris ont résonné dans le quartier. Les gens sont sortis de chez eux. Certains ont commencé à filmer. En quelques minutes, des extraits vidéo faisaient déjà leur chemin dans le groupe de discussion du quartier. À l'intérieur, je me tenais à côté de grand-père. Il n'a rien dit, il a juste regardé la porte. Et dans ses yeux, je n'ai pas vu de colère, pas même de déception, juste une profonde lassitude, le regard d'un père qui n'avait jamais entendu son fils dire « Je suis désolé ». Quelques secondes plus tard, d'une voix basse et stable, il s'est tourné vers moi, a posé une main sur mon épaule et a dit « À partir de maintenant, je te transmets ça ». Être mis en confiance comme ça a tendu tous les muscles de mon corps, non pas par peur, mais parce que je savais que je ne pouvais plus rester immobile. J'ai immédiatement appelé la police et signalé une urgence. 5 minutes plus tard, 2 voitures de patrouille et 2 camions de pompiers sont arrivés. Ils ont maîtrisé mon père, ont retiré le bidon d'essence de ses mains et l'ont emmené, devant des dizaines de voisins qui regardaient depuis les portes, certains tenant encore leur téléphone. Mais même cela n'était pas le pire. Nous ne savions pas que pendant toute la crise de colère, Félix avait silencieusement calé son téléphone contre la voiture et avait commencé à diffuser en direct. Pas d'avertissement, aucune tentative de l'arrêter. Il s'est juste tenu derrière l'écran en train de tout filmer comme un réalisateur derrière une émission en direct, dans le cadre, mon père arpentant le trottoir, criant, jurant, enlevant le bouchon du bidon d'essence, menaçant de tout brûler. Félix n'est pas intervenu, n'a pas détourné le regard. Il a ajusté l'angle pour garder papa centré, ses yeux rivés sur l'écran comme s'il regardait le nombre de spectateurs augmenter à chaque seconde. Ce regard, froid, concentré, pas de colère, pas de peur, juste une intensité glaçante, comme s'il capturait le moment viral parfait. En 1 heure, la rediffusion s'est propagée sur les médias sociaux. Certains ont coupé des extraits de mon père levant le bidon d'essence, d'autres ont superposé de la musique dramatique alors qu'il criait qu'il allait tout brûler s'il le mettait à la porte. Les commentaires ont afflué, certains indignés, d'autres moqueurs, d'autres stupéfaits, mais presque tous s'accordaient sur une chose, ce comportement était inexcusable. Et puis quelque chose que personne n'attendait a commencé à prendre forme. Ce n'est pas la diffusion en direct elle-même qui a détruit la réputation de mon père, c'est qu'elle avait été diffusée par son fils. En une seule action, Félix a brisé toutes les limites qui restaient dans cette famille, non pas au nom de la vérité, mais pour des vues. J'ai su alors qu'il ne s'agissait plus d'une seule personne, il s'agissait maintenant de l'histoire d'une famille qui s'exposait au monde, et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Après le départ de la police, la maison est devenue complètement silencieuse. Je me suis appuyé contre la porte, ne sachant pas quoi dire. À l'extrémité de la pièce, grand-père était assis à son bureau, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur. La vidéo de diffusion en direct y était diffusée, la même que Félix avait diffusée quelques heures plus tôt, la voix de papa criant, le son du bidon d'essence frappant le béton, son visage tordu de rage. Je me suis approché, mais grand-père n'a pas levé les yeux. Il a juste légèrement secoué la tête et a dit d'une voix que je n'oublierai jamais, « Il a détruit la vie de son fils, et ton père n'a peut-être plus de chemin de retour. » Je n'ai pas répondu. Je suis resté là à regarder la vidéo à nouveau pendant quelques secondes, essayant de me convaincre que ce que nous venions de vivre s'était produit. Avant même que nous ayons eu la chance d'examiner les documents juridiques préparés par l'avocat de grand-père, documents couvrant le contrôle de la propriété, la relocalisation obligatoire et les modifications à l'héritage, un autre changement s'est produit, et cette fois, il ne venait pas de nous. En raison du fait qu'il a menacé d'utiliser une substance inflammable pour mettre en danger autrui et des biens privés avec une vidéo en direct comme preuve publique, l'État de Californie est officiellement intervenu. À peine 2 jours plus tard, le bureau du procureur du comté de Sacramento a publié un avis. Une enquête criminelle avait été ouverte contre Henry Whitaker, mon père. La plainte ne venait pas de moi, de grand-père ou de quiconque dans la famille, elle venait du bureau du procureur au nom du peuple de Californie. Dans les documents remis à la maison, j'ai lu la ligne « Le peuple de l'État de Californie contre Henry Whitaker ». Une seule vidéo, un seul acte imprudent témoigné par des centaines de personnes. Mon père, qui dirigeait un petit atelier d'usinage depuis plus de 2 décennies, était maintenant confronté à une audience criminelle. L'accusation, menace criminelle grave, avec une peine possible allant jusqu'à 3 ans de prison ou une probation prolongée avec une ordonnance d'interdiction permanente. Grand-père a reçu une copie complète du dossier de l'affaire et une convocation formelle à témoigner en tant que propriétaire légal dont la sécurité et les biens étaient menacés. Et moi,
parce que j'étais présent pendant l'incident, j'ai également été appelé à témoigner sous serment devant le tribunal. Je n'ai pas ressenti de soulagement en pliant la citation à comparaître et en regardant par la fenêtre où le lampadaire du porche des voisins se déversait encore à travers les feuilles et sur notre clôture. Je n'ai pas non plus ressenti de colère. Une seule chose était clairement assise dans ma poitrine, rien à partir de là ne reviendrait jamais à ce qu'il était, et ma famille, nous étions entrés dans un espace où il n'y avait plus de place pour faire semblant ou pour des compromis. Environ 3 jours après l'arrivée de la convocation à comparaître, ma mère est venue chez grand-père. Elle n'a pas appelé à l'avance, elle a juste frappé doucement, puis a attendu. Quand j'ai ouvert la porte, elle ne m'a rien dit. Elle est entrée dans le salon où grand-père examinait des documents avec son avocat, Franklin. Elle est restée là silencieusement pendant quelques secondes, puis a incliné la tête, la voix brisée. « S'il vous plaît, sauvez mon mari. »« Je suis désolé, papa. » Grand-père n'a pas tressailli. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a fermé le dossier devant lui, a enlevé ses lunettes et l'a regardé droit dans les yeux. Sa voix était calme et délibérée, chaque mot atterrissant comme une épingle enfoncée dans l'air immobile. « Ce n'est pas moi qui l'ai mis dans cette position. Si tu veux supplier, alors supplie ton mari, l'homme qui s'est tenu dans la cour en tenant un bidon d'essence, menaçant de brûler la maison de son propre père. Supplie ton autre fils qui a transformé notre famille en appât pour des vues. Et enfin, s'il reste une once de conscience en toi, va supplier le fils que tu as utilisé comme une punchline pendant 27 ans. » Après cela, elle s'est effondrée, pas fort, juste de petits sanglots saccadés comme quelqu'un réalisant quelque chose qu'il ne pourrait jamais défaire. Elle n'a pas répondu, n'a pas supplié. Elle s'est seulement inclinée, s'est détournée et est sortie de la maison comme quelqu'un qui n'avait plus d'endroit où rester. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que ma famille n'était plus entière dans tous les sens du terme. À l'audience criminelle 1 mois plus tard, mon père a été condamné à 12 mois de probation supervisée ainsi qu'à une ordonnance de non-contact. Il lui était interdit de s'approcher à moins de 90 mètres de moi ou de grand-père. Avec effet immédiat, il n'y avait pas de peine de prison, mais le tribunal a été clair, s'il récidivait de quelque manière que ce soit dans les 2 prochaines années, la peine serait requalifiée en incarcération. Quant à Félix, bien qu'il n'ait fait l'objet d'aucune accusation criminelle, sa diffusion en direct est rapidement devenue un paratonnerre pour les réactions négatives du public. TikTok a officiellement mis fin à son compte 3 jours après l'audience, invoquant une violation de l'éthique de la diffusion numérique. 2 autres plateformes ont suivi, coupant les liens, retirant tous les contrats publicitaires liés à son nom. Le tribunal ne s'est jamais prononcé sur ce point, mais la société a sa façon de rendre des verdicts. Félix a tout perdu ce qu'il avait construit, et peut-être, juste peut-être, pour la première fois, il a compris quelque chose avec lequel j'ai vécu pendant des années, être devant une caméra n'est pas un pouvoir, c'est parfois le moyen le plus rapide de se dépouiller. Je n'ai pas souri en entendant la nouvelle. Je n'ai pas ressenti de soulagement. J'ai juste fermé mon téléphone, me suis assis à côté de grand-père et lui ai versé une tasse de thé. Comme tous les matins, la maison était calme, pas de bruit résiduel, juste assez d'espace pour 2 personnes, une respiration stable et quelque chose d'étrange, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, comme si je pouvais enfin exister sans avoir à me rétrécir juste pour être autorisé à l'être. Et pour moi, c'était suffisant. Et aujourd'hui, exactement 1 an après avoir quitté cette table en chemise trempée de sauce tomate, j'ai officiellement signé les papiers pour un nouvel appartement. Il n'est pas beaucoup plus grand, mais il est plus lumineux, plus confortable et toujours proche de l'endroit où j'habitais. Mon père reste maintenant dans une petite maison à la périphérie de la ville. Il reste à l'écart, évite les voisins et n'est apparu sur aucune plateforme depuis. Il est à mi-chemin de sa probation et participe régulièrement à des séances de conseil comportemental mandatées par le tribunal. Ma mère vit avec lui dans cet espace calme. Elle ne s'exprime pas et ne m'a pas contacté, mais je crois qu'après tout, elle a finalement commencé à réfléchir au choix auquel elle avait consenti et au prix que toute la famille a payé pour quelques secondes de silence. Quant à Félix, il a disparu des médias sociaux après avoir perdu toutes ses sources de revenus. Ses anciennes vidéos ont été supprimées et les marques ont cessé de mentionner son nom. Je ne sais pas comment il gagne sa vie maintenant, et honnêtement, je m'en fiche comme avant. Seul grand-père reste dans la vieille maison. Je lui rends visite 1 fois par semaine. Nous buvons du thé, entretenons le jardin, remplaçons les ampoules, repeignons la clôture. Il parle moins qu'avant, mais je sais qu'il veille toujours sur tout, non pas avec des mots, mais dans la façon dont il garde la maison propre et comment il met toujours 3 tasses sur la table, une pour lui, une pour moi, et une laissée vide, comme s'il attendait toujours quelqu'un,
même s'il n'est plus sûr qu'il revienne un jour. Et s'il y a une chose que je veux vous laisser après tout cela, c'est ceci, tout le monde dans votre famille ne vous soutiendra pas, mais cela ne signifie pas que vous devez continuer à le supporter. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire n'est pas de maintenir la paix, c'est de choisir de vous protéger. Même si cela vous coûte votre sentiment d'appartenance, cela en vaut toujours la peine car vivre en accord avec vous-même sera toujours plus léger que vivre pour mettre les autres à l'aise. C'est la fin de mon histoire. Et avant de clore ce chapitre, je veux vous demander, à vous qui êtes restés avec moi à chaque étape de ce voyage, pensez-vous que mon grand-père a été trop dur avec mes parents et mon frère? J'aimerais connaître votre avis. Veuillez partager votre point de vue dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous de quelque manière que ce soit, si elle a remué quelque chose en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me rejoindre à nouveau dans les histoires à venir. Merci vraiment d'être ici.